Donc, bienvenue à tous sur la chaîne Le Coin des Joueurs et je vous présente Marc-Antoine. Bon matin! Parce que moi, c'est le matin. Oui, voilà. Donc, en fait, lui, il est au Canada, au Québec et moi, je suis en France. Donc là, il est 16h42 et chez toi, Il est 10h42 du il matin. est... Voilà, Yes. donc moi, c'est l'après-midi et chez lui, c'est le matin, mais on a Voilà. réussi un horaire pour pouvoir se capter. Exact, exact. Ouais, ça n'a pas été facile, mais on s'est retrouvés finalement. Puis c'est drôle parce que je travaille souvent avec des personnes en Europe. Fait que je me suis acheté une horloge que j'ai mis à l'heure française. Fait que j'ai toujours l'heure française à côté de moi quand je travaille au bureau. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Oui, allô, mon nom est Marc-Antoine Doyon. Je suis réalisateur de la chaîne YouTube Etu Game, entre autres. Je suis aussi designer de jeux. Ma formation à la base, c'est une formation en cinéma, donc je faisais beaucoup de vidéos et je me suis intéressé aux jeux il y a bientôt 7 ans, 8 ans. Ben longtemps. Il y a d'autres personnes peut-être qui nous écoutent que ça fait beaucoup plus. J'ai toujours été un joueur, tu sais, j'ai toujours été joueur, mais vraiment comme de manière maladive, ça fait 7 ans. À savoir, quelles sont les études que tu as fait? Mhm. Ben, c'est ça, j'ai fait une étude en cinéma à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Donc, j'ai vraiment tu sais, fait des courts-métrages, j'ai fait mon cégep aussi. C'est l'équivalent du. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en Europe. Le cégep au Québec, c'est comme entre l'école secondaire puis l'université. Il y a comme un 2, 3 ans là, que j'ai fait en cinéma aussi. Toujours été intéressé par l'art de la scène, l'humour. Les vidéos. Donc, c'était tout naturel pour moi d'aller là-dedans. Puis sinon, ben, dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de formations en lancement d'entreprise, en game design de manière générale. Ben, je suis un éternel étudiant, là. Je suis toujours en train d'écouter. Encore hier, j'écoutais le masterclass de Alan Moore sur comment écrire des bandes dessinées. Puis j'adore apprendre de manière générale. Fait que je suis tout le temps en train j'ai tout le temps une vidéo d'ouverte de comment les choses fonctionnent, puis je suis toujours en train de lire sur le jeu en général ou sur les choses de la vie. J'aime ça apprendre tout le temps. Fait que ouais, c'est ça. J'ai vraiment comme commencé en cinéma. J'ai fait une certaine. Ma première carrière, mettons, mon premier travail, ça a été vidéo corporative. Fait que j'ai fait pendant presque 10 ans des vidéos corpo. Donc, des vidéos pour des entreprises. Puis, éventuellement, je me suis dit, ben, tant qu'à être obligé de filmer des trucs tout le temps, aussi bien filmer des trucs que j'aime. Donc, je me suis greffé à l'équipe de Etu Game, qui est notre chaîne YouTube. Puis, on a fait aussi du Twitch, on a fait des lives Facebook, YouTube. Puis, là, on fait beaucoup de TikTok ces temps-ci. C'est tout des plateformes. Tu sais, quand je parle d'apprendre des nouveaux trucs, on apprend tout le temps. Puis on a fait de la scène aussi à Cannes. On a fait de l'animation sur scène. Puis j'ai toujours animé. Puis l'équipe des Game a toujours. Ben, c'est tous des comédiens de toute façon. Fait qu'ils ont toujours fait de l'animation puis de l'improvisation. Fait que ça fait partie de notre vocabulaire. Et du coup, une fois que tu as fini tes études, tu as commencé directement à créer une chaîne YouTube et te lancer dedans ou... Pas du tout. En fait, tu sais, en 2012, YouTube existait. Là. Tu sais, on faisait des vidéos, mais c'était un peu YouTube, c'était là où les vidéos allaient pour mourir, là, dans le sens si, si je faisais un court-métrage, puis il faisait son tour en festival, ben, une fois qu'il avait terminé de faire son tour en festival, 1 an ou 2 après, ça finissait sur YouTube, puis tu sais, tu pouvais y retourner, mais c'était pas un endroit de création pour moi, tu sais. Fait que j'ai jamais, les premières années, puis ça, je parle en 2010, 2011, 2012, j'étais pas vraiment intéressé par YouTube. Puis avec le temps, ben c'est ça, c'est des amis, c'est Raphaël Lacaille, Pierre-Louis Renaud, Benjamin Desiel qui ont parti une chaîne. Eux, ils étaient vraiment intéressés par la chaîne Tabletop aux États-Unis. Donc, ils essayaient de faire un genre de tabletop québécois. C'était des amis de longue date, puis moi, je connaissais bien Raphaël puis Benjamin. Mais eux, entre eux, c'était des amis de longue date, puis ils se rencontraient pour jouer à des jeux de société souvent. Puis,
dans le temps des fêtes, vers Noël, puis ces trucs-là, c'est toujours un peu plus calme pour les comédiens. Donc, eux voulaient se faire un projet personnel. Donc, ils ont décidé de partir cette chaîne-là où est-ce qu'ils parlaient de jeux de société. Mais à la base, c'était pas très clair. Est-ce que c'est une chaîne YouTube? Est-ce que c'était juste une page Facebook où est-ce qu'ils postaient des vidéos? Pour eux non plus, le vocabulaire de YouTube, je sais qu'ils consommaient des vidéos de YouTube, mais c'était pas évident de OK, on va faire une chaîne YouTube, tu sais. Mhm. Puis c'est ça, après quelques mois, quelques années de départ, tu sais, moi je les voyais rouler, puis j'étais comme, ah, ça a l'air vraiment cool, qu'est-ce qu'ils font? Puis tu sais, c'est déjà des amis, fait que j'aimerais ça travailler avec eux, puis j'aimerais ça faire ça, tu sais, tu sais, moi ça faisait entre 2012 puis 2016-2017, je suis pas bon avec les dates. C'est ça, dans ces années-là, quand ils ont lancé, je regardais qu'est-ce qu'ils faisaient, puis j'étais vraiment intéressé. Puis j'avais une opinion forte aussi. J'étais comme, ah, il devrait faire ça comme ça. Puis, ah, en tant que spectateur, j'aimerais ça découvrir tel truc. Puis moi, en parallèle avec ça, pendant que eux faisaient leurs vidéos, ben, il y a le Randolph qui se lançait au Québec. Fait que c'est un genre de bar à jeux où est-ce que tu peux aller boire de l'alcool et jouer à des jeux. Fait que ça, Ok. c'est lancé. D'ailleurs, la première vidéo sur la chaîne des Tu Games, c'est au Randolph, Quartier Latin. Parce qu'ils ont fait Ah, ça vient de sortir cette place-là, c'est vraiment le fun, on aime ça aller jouer là, on veut aller filmer là, tu sais. Fait qu'ils sont fait aller filmer là. Puis, fait que moi, j'allais au Randolph, j'écoutais Etu Game. Puis tranquillement, je commençais à monter ma ludothèque de Les Aventuriers du Rail, Takenoko, Tokaido. Puis à un moment donné, j'ai fait Ah, Antoine Boza, c'est qui Antoine Boza? Y a-tu fait d'autres jeux? Puis là, j'ai commencé à découvrir cet univers-là tranquillement. Puis je me suis assis avec les gars de Etu Game parce que je cherchais un nouveau réalisateur. Puis j'ai dit Regardez, moi, je veux faire ça. Je pense qu'on pourrait vraiment amener une grosse touche d'humour. Tu sais, vous l'avez déjà, là, le truc, mais il était encore un peu sur l'aspect un peu vidéo corporative. Ben, tu sais, pas il cherchait, mais il essayait des trucs, tu sais. Puis j'étais comme, ah, moi, j'aimerais vraiment ça faire ça très YouTube, justement, très expérimental. Puis, tu sais, c'était à cette époque-là, je commençais plus à en consommer aussi, tu sais. Justement, Tabletop, moi, j'écoute beaucoup Markiplier, des YouTubeurs, tu sais, je pourrais en nommer 150, là, mais tu sais, je commençais à comprendre un peu mieux ce vocabulaire-là, puis je voulais l'explorer. Pour moi, les jeux, c'est le fun, tu sais. Mm. C'est, fait que pour moi, il fallait juste faire des vidéos fun où est-ce qu'on montre les jeux, puis où est-ce qu'on montre qu'on a du plaisir quand on en a. C'était tout naturel de faire quelque chose d'éclaté, coloré, avec de la musique, avec vraiment des gags, puis surtout faire shiner la personnalité de ces gars-là que j'adore. Tu sais, c'est vraiment des personnes extraordinaires, puis ils me font rire, mais rire tout le temps. Tu sais. Fait que je les voyais évoluer, puis j'étais comme, je veux vous avoir dans mon quotidien, tu sais, je veux travailler avec vous tout le temps parce que c'est trop plaisant. Tu sais. Et du coup, la chaîne YouTube, vous l'avez créée quand? Ça fait longtemps. Je peux aller checker la première vidéo quand elle a été postée, juste pour t'avoir une date exacte. En décembre 2016, je pense. Ça fait 7 ans que vous avez la chaîne YouTube. Est-ce que Exact. tu peux nous dire bah, à peu près le nombre d'abonnés et comment vous avez fait Ouais. bah, pour en arriver 1er juin 2015, la première vidéo. C'est une bonne question. Les abonnés, en ce moment, on est à 24 700. C'est pas des bravo. millions, mais moi, je les regarde pas tant que ça. Moi, je fais vraiment ça pour. Je regarde un peu les views. Je suis un peu comme ah, cette vidéo-là a moins bien marché. Puis, dernièrement, on a fait un gros remaniement sur la chaîne aussi. On a décidé parce que pendant un certain bout de temps, on est toujours en expérimentation. Là, on est toujours en train d'essayer des nouveaux formats. Mais pendant longtemps, la chaîne a vécu plusieurs pôles, a vécu plusieurs variantes, là, notamment, pendant longtemps, on avait du contenu jeu de rôle et jeu de société, parce que Mhm. Pierre-Louis, c'est un maître de jeu extraordinaire. Puis comme je disais, on fait beaucoup d'improvisation. Fait que pour nous, c'était logique de faire du jeu de rôle aussi. Mais on se rendait... Ben, notre hypothèse, c'était peut-être que ça se cannibalisait un peu, c'est-à-dire quand des gens voyaient des vidéos de jeux de rôle, ils likaient la page, puis là, pendant 3 semaines, ils voyaient des vidéos de jeux de société, puis là, c'était comme, ah, est-ce que c'est vraiment
la chaîne à laquelle je me suis abonné et l'inverse. Tu t'inscris sur une chaîne pour voir des jeux de société. Puis là, il y a des vidéos d'1 heure et demie où est-ce qu'on délire à battre des dragons invisibles. Fait que on s'est dit, on va essayer de les diviser. Qu'on va essayer de faire une chaîne jeux de société, une chaîne jeux de rôle qui fonctionne plutôt bien. Nous, on est vraiment satisfait du rendement de ça. Puis au final, on veut faire des vidéos pour faire connaître les jeux. Puis la raison pour laquelle les views, c'est important, ben, c'est qu'on veut que les vidéos soient vues pour parler. Tu sais, qu'on fait des. C'est vraiment ça, là. C'est pas une question de on va faire plus de sous si on a plus de views. Tu sais, c'est pas directement lié. C'est vraiment plus que est-ce que on est en train de parler de la bonne manière au public pour les rejoindre. Tu sais. C'est vraiment plus ça. Fait que ça fait en sorte qu'on a une remontée dans les visionnements et au niveau des jeux de société et au niveau des jeux de rôle. Ça a vraiment comme été pertinent pour les deux. Puis, dernièrement, tu sais, c'est ça, on avait beaucoup, beaucoup de concepts de vidéos. On avait des podcasts, des vidéos pour enfants. On avait des trucs plus pour adultes ou est-ce qu'on était plus adulte, plus non censuré slash YouTube. On faisait des mini-critiques, des grosses critiques, des tops. Fait que, ça, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Fait que là, on a décidé de simplifier ça dans les derniers mois. Puis, ben, je sais pas si ça. Je pense que ça a un bon impact au niveau de la consommation des vidéos et qu'on a un meilleur reach par rapport à notre public. Mais c'est surtout que c'est moins compliqué pour nous dans nos têtes. On joue à un jeu, puis on est comme, est-ce que c'est une critique? Est-ce que ça s'en va dans un top? Ou est-ce qu'on en parle à la fin du mois, puis on dit, etc. Aussi, on a lancé le TikTok. Fait que pendant un bout de temps, sur Instagram, on prenait des photos des jeux, mais là, on était comme, on n'est pas vraiment une compagnie de photos, on est plus une compagnie de vidéos, puis on aime ça, parler des jeux. Donc là, on est en train de merger tranquillement, de modifier un peu notre fonctionnement sur Instagram. On est tout le temps en train d'apprendre ces différentes plateformes-là. Là. C'est vraiment. Puis TikTok fonctionne super bien en ce moment, puis on a du fun à le faire. Fait que c'est win-win-win. Ok, et du coup, donc vous êtes quatre sur la chaîne YouTube, c'est ça? Ou vous êtes plus? On est genre 8-9. Là. On est vraiment, Ok. vraiment beaucoup. Dans le fond, tu sais, il y a moi qui fais la production, la réalisation puis le montage. Des fois, je suis un peu devant la caméra aussi. Il y a Raphaël qui fait la production, de la réalisation, du montage, mais qui est beaucoup devant la caméra. Il y a Pierre-Louis qui fait de l'écriture et du jeu de rôle et qui joue avec nous aussi. Il y a Benjamin, Anne-Catherine, Carianne sont plus impliqués au niveau de devant la caméra. Il y a Elisabeth, qui est la copine à Raphaël, qui fait nos communications. Puis des fois, elle est devant la caméra aussi. Il y a Pierre-Philippe, qui est à Québec, lui. Moi, je suis à Montréal, lui est à Québec. Nous, on filme à Montréal, mais des fois, il vient nous rejoindre ou des fois, il fait des jeux de rôle à distance avec nous. Puis, est-ce que j'oublie des gens? Ben, il y a Zoé dernièrement qu'on a rajouté à l'équipe qui fait du montage avec nous maintenant. Puis, il y a plein d'autres membres qui sont on and off. Tu sais, on invite beaucoup de gens, on invite des amis à venir jouer. Fait qu'on est 8-9 personnes qui bougent pas mal. Tu arrives à en vivre parce que tu as plusieurs chaînes YouTube ou comment tu fais? Ben en fait, comme je disais, c'est pas les sous de YouTube qui nous donnent qui nous font vivre, au contraire. On a deux manières d'avoir des sous avec EtuGame. On a des vidéos commanditées. Donc, tout ce qui n'est pas critique, depuis le début, nous, on veut vraiment faire des critiques pas commanditées. Donc, si quelqu'un nous donne des sous, on va pas commenter, on va pas faire une étude approfondie. Puis si on fait une étude approfondie, ben, on ne veut pas être payé parce qu'on veut rester. On n'est Oui. pas un journal, là. On n'est pas des. On est loin d'être des journalistes. Mais on veut quand même pouvoir dire qu'un jeu, c'était pas le fun si c'était pas le fun, puis qu'un jeu, c'était le fun si c'était le fun, puis pas dire ah, c'était le fun, puis qu'on était payé pour dire que c'était le fun. C'est assez clair pour nous depuis le début, mais on a des vidéos qui sont des comment jouer, fait que des explications de règles. On a des vidéos où est-ce qu'on joue au jeu. Ça, forcément, quand on joue au jeu, des fois, ben, quand on n'aime pas ça, ça paraît un peu dans nos faces. Puis quand on aime ça, ça paraît un peu dans nos faces, mais on ne fait pas une critique élaborée quand on est payé. Puis dernièrement, on a commencé une série qu'on va faire peut-être annuellement,
qui est des compétitions qu'on fait entre nous. Puis ça aussi, c'est des vidéos commanditées. Donc, les compagnies nous donnent des sous pour parler des jeux. Puis l'autre truc aussi, c'est qu'on a un Patreon. Fait qu'on a c'est un genre de Tipeee là, ou un Kickstarter, mais mensuel. Fait que les gens nous donnent 5 ou 10 dollars pour avoir du contenu exclusif et en priorité. Fait qu'on sort toutes nos vidéos à l'avance là-dessus. Puis il y a certaines vidéos qu'on sort exclusivement là-dessus aussi. C'est vraiment comme les deux manières. Puis oui, Raph puis moi, on est les deux employés comme à temps plein. Elisabeth est à temps partiel. Puis toutes les autres personnes, c'est un peu travailleurs autonomes. Fait qu'on, tu sais, si on a besoin d'écrire un comment jouer, puis c'est Pierre-Louis qui le fait, ben on le paye à l'action, tu sais, au projet. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle ou pas du tout? Nous, dans le cadre de YouTube, on ne l'utilise pas. Il y a une image que j'ai faite en intelligence artificielle, puis c'était la première promo pour la nouvelle chaîne de jeux de rôle. Et je l'ai utilisée juste avant, genre 2 semaines avant que ça explose vraiment, genre le buzz de. Ben, le buzz de Waouh, c'est extraordinaire, l'intelligence artificielle, puis oh mon Dieu, ça va tout nous enlever nos jobs puis nous tuer. Fait que j'ai trouvé ça drôle parce que j'étais comme oh moi je voulais juste faire une belle image puis tu sais parce qu'on crée des images tout le temps, tu sais. Fait que c'est nous qui les créons nos images la plupart du temps à moins qu'on engage un illustrateur pour faire quelque chose. Fait que c'est ça pour faire ce visuel-là, on s'est dit tu sais moi j'ai pris des photos, j'étais vraiment en mode genre ah je vais faire un Photoshop drôle avec une épée. On a vraiment fait un photoshoot, tu sais. En le faisant, puis en faisant des recherches, j'ai trouvé certaines. En fait, c'est pas. Oui, c'est de l'intelligence artificielle, là, mais c'était un site, je me rappelle plus exactement c'était quoi le site, là. Je pense que c'était ancestry.com ou quelque chose comme ça, que tu uploadais des photos de toi ou de quelqu'un, puis donnait différentes versions. J'ai comme, waouh, j'ai une version médiévale de Pierre-Louis, super beau, on dirait une peinture, tu sais. J'ai comme, ah, je vais utiliser ça. Je l'ai utilisé, puis quelques jours après, les gens ont commencé à faire comme, oh, Midjourney, nanana. Fait que je me suis intéressé à ça. Dans le cadre de la chaîne, on n'a pas vraiment de raison de l'utiliser, compte tenu le fait que c'est ça, c'est nous qui produisons nos visuels, tu sais. Fait que c'est nous-mêmes qui. Puis tu sais, si on voulait le faire, ce serait un outil, mais moi, personnellement, j'utilise Midjourney puis Dall-E pour faire des prototypes de jeux, tu sais. Fait que quand je veux des images, ben de toute façon, avant l'intelligence artificielle, quand je voulais des images, j'en volais sur Google Images puis je faisais mon proto avec. C'était pas à des fins de revendre, là. C'était vraiment juste comme d'avoir une idée, un genre de mood board de ce à quoi le jeu ressemblerait. Puis là, ben aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus facile. C'est-à-dire, j'écris un prompt, puis j'écris une phrase, puis il me sort des images qui sont semblables. On l'a utilisé une autre fois aussi, et tu game, dans le contexte de Cannes l'année passée. Ben, cette année, en fait, quand on a fait le spectacle, on a fait il y avait une blague dans l'introduction où est-ce qu'on faisait une référence au jeu Bitoku, puis là, on présentait un nouveau jeu qui s'appelait Mange mon cul. Puis l'image était faite par une intelligence artificielle. Puis c'était un peu une sous-couche de blague de, de genre, non seulement le titre est atroce, non seulement le jeu a l'air ordinaire, mais en plus l'image est faite par une intelligence artificielle. On s'est rencontrés au Festival de Cannes donc en 2023 où Mhm. tu as fait partie de l'organisation. Permettez-moi tout d'abord de remercier de tout cœur les organisateurs, les partenaires et sponsors, les membres du jury, et ainsi que tous les bénévoles qui, par leur passion et leur dévouement, font la réussite de ce grand événement. Je salue également tous les joueurs présents ce soir, simplement curieux ou pas. Comment tu as atterri au Festival de Cannes? Et ça fait plusieurs années que tu y vas. Comment tu as fait pour être dans l'organisation? On est dans l'organisation de la soirée des As d'or, en fait. Fait que nous, on anime
On anime l'As d'or, on fait la mise en scène de cette remise de prix-là. Pour ceux qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est une remise de prix de jeux dans la francophonie. Ça va être des jeux grand public, experts, etc. Donc, il va en avoir pour tous les goûts. Puis nous, on est arrivé à Cannes, ça faisait je pense la première année que Etu existait, ils sont allés physiquement à Cannes, au festival. Puis tout de suite, il est intéressé par ben, justement la frénésie de ce festival-là qui est absolument extraordinaire. Puis ils se sont intéressés aussi à la team de Trick Track, fait qu'ils se sont mis amis avec les personnes de Trick Track qui, à l'origine, ben, il y avait M. Fall qui animait le gala de l'As d'or. Puis nous, année après année, quand on y allait, on était comme hey, on aimerait ça, on a fait une comédie musicale, si vous voulez l'intégrer dans le spectacle, elle est disponible. On était vraiment très intéressés par cette célébration-là, en fait. Puis on était comme, si on peut donner un coup de main, on est disponible et intéressé. Puis, ben, à force de le dire, éventuellement, ils nous ont dit, on va avoir besoin de nouveaux animateurs. Est-ce que ça vous tente de représenter, de faire ce show-là, en fait? C'est ça. C'est pas notre formation à la base, faire des galas. On a tous fait de près ou de loin de l'animation, de la mise en scène ou du. Puis c'est aussi un gala où est-ce qu'on met beaucoup de l'avant les vidéos, mais quand tu regardes tous les grands galas, les Oscars, ces trucs comme ça, il y a beaucoup de. Oui, il y a beaucoup de scènes, mais il y a beaucoup de vidéos aussi de présentation des films, puis de présentation des comédiens, des trucs comme ça. Fait que nous, de l'axer un peu vers ça, c'était tout naturel là, de produire du contenu qui présente bien les jeux, puis de le parsemer de folie comme on le fait, là. Et du coup, vous mettez combien de temps à l'avance pour préparer bah, justement ce gala, cette mise en scène? Ça dépend des années. Tu sais, la première année qu'on l'a fait, ça nous a pris 6 mois à peu près, entre 5 et 6 mois. Après ça, on l'a fait à distance. Donc, ça, c'était beaucoup de préparation aussi, mais on pensait peut-être y aller. C'était le début de la pandémie, on ne savait pas. On avait déjà écrit. Fait que, tu sais, ça nous a pris beaucoup de temps aussi, mais le produire en tant que tel, ça a été très, très rapproché. Après ça, il y a eu le genre d'année charnière où est-ce que c'était Simon du Passe-Temps puis Martin d'un monde de jeu qui ont animé. Nous, on a écrit le texte, etc. Fait que ça aussi, on a eu beaucoup de mois de préparation, mais un peu moins quand même parce qu'on n'était pas sûr, ça non plus. Est-ce qu'on y allait, est-ce qu'on y allait pas? Puis cette année, là, on est revenu à un format plus régulier où est-ce qu'on a fait un bon 4-5 mois de préparation. Cette année, le lendemain qu'on est sorti de scène, le soir même, on était en train de brainstormer pour l'année prochaine. Fait que Ah oui. c'est vraiment le genre de. Tu sais, là aussi, il y avait une assurance de on veut l'animer l'année prochaine, puis eux nous veulent comme animateurs l'année prochaine. Qu'on leur a dit hey, si le gala l'année prochaine, c'était plutôt ça, est-ce que ça vous intéresse? Puis on dit oui, c'est vous qui animez l'année prochaine. Fait qu'on ça fait déjà. D'ailleurs, on est censé avoir un meeting avec eux la semaine prochaine, je crois. Donc, puis on en Ok. a déjà eu depuis. Tu sais. Fait que si tu me poses la question en 2024, je vais pouvoir te dire c'est toute l'année. Tu sais. C'est vraiment. Dès qu'on termine, on commence à prévoir l'année suivante. Et vous êtes un petit peu rémunéré là-dessus ou... Oui, on est rémunéré pour l'animation puis pour la production des vidéos. Je pense qu'on a les billets d'avion. C'est D'accord, Raph qui ok. pourrait nous le dire. Et du coup, à côté de ça, tu es créateur de jeux? Oui, absolument. Ben, presque tu sais, on parlait tout à l'heure de mes premiers amours de Takenoko, Tokaido, Les Aventuriers du Rail. Ça n'a pas pris 2 mois là, que j'étais déjà en train de faire un prototype d'une idée que j'avais. Puis, fait en même temps que j'ai commencé à m'intéresser au jeu, je m'en suis intéressé d'un point de vue de production de jeu aussi, puis de design. J'ai toujours été intéressé par le design de jeux vidéo, de jeux de manière générale, d'écriture. Tu sais, j'écris énormément tout le temps. Et très rapidement, je me suis même montré des prototypes à des gens, etc. Puis, on m'a engagé sur des trucs d'écriture. J'ai fait de la traduction de jeux aussi, des versions québécoises. J'ai fait beaucoup de trucs. Puis, il y a 2 ans, c'est ça, Christian Lemay du Scorpion m'a contacté pour me dire hey, on a
prototype qui est vraiment intéressant. C'est très narratif. On pense que ça pourrait t'intéresser. Puis nous, on cherche un autre designer pour développer ce jeu-là. S'il est au Québec, ça peut être cool parce que la compagnie du Scorpion Masqué est au Québec et Baptiste est en France. Baptiste Derez du Passe-Temps, on le salue. On m'a présenté le prototype. J'étais comme, waouh, c'est génial. À la base, c'était un peu des enquêtes, puis des trucs comme ça. Moi, je suis un gros fan de true crime, puis de séries d'enquêtes, puis de détectives, puis juste de Sherlock Holmes Détective Conseil. De manière générale, les unlock, j'adore, tu sais, évidemment. Puis, Christian savait ça, donc il m'a contacté. On a fait une rencontre avec Baptiste, on a brainstormé, puis ça a donné mon premier jeu, Flashback. Puis, merci. Bravo. Merci. C'est le premier jeu qui a été édité. C'est pas le premier jeu qui a été développé. Puis il y a plein d'autres jeux qui sont en développement depuis, dont Flashback 2 qu'on veut faire. Ben, qu'on a fait, mais qui n'est pas sorti encore. C'est ça. Encore ce matin, j'étais en train de faire un prototype parce que j'ai des idées de jeu, puis on fait des playtests beaucoup. Puis c'est vraiment. Ben c'est ça, quand j'étais plus jeune, quand je travaillais en cinéma puis en film, je pensais en court-métrage. Tu sais. Quand j'avais une idée, j'étais comme comment je pourrais l'adapter en web-série ou en court-métrage c'est-tu un film d'horreur? C'est-tu un film, c'est une comédie? Tu sais, je pensais beaucoup en film. Puis dans les dernières années, je pense en jeu. Tu sais. Quand j'ai des idées, je suis comme est-ce que c'est un jeu plus familial ou est-ce que c'est fait que quand j'ai des idées, je suis comme quel jeu ça pourrait faire. Fait que fondamentalement, je suis plus comme un game designer. Puis, ouais, c'est ça. J'adore ça. C'est vraiment, vraiment chouette. Ça m'étonne pas que du coup tu aies fait un jeu sur l'escape game parce que tu aimes ça, tu faisais des unlocks, donc ça t'a fait ton Mhm. expérience et tes connaissances. Est-ce que ton but, ça serait de créer un escape game et qu'on puisse le réutiliser, utiliser plusieurs fois? Parce que c'est ça le problème quand on achète des boîtes de jeux de société escape Mhm. game. Une fois qu'on a fait les histoires, bah, on connaît et du coup, on n'a plus envie de le faire. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. La réponse numéro un que je te dirais, c'est que moi, dans les dernières années, j'ai vraiment développé une mauvaise mémoire. J'avais une super bonne mémoire quand j'étais plus jeune, puis je sais pas, avec le temps, j'ai plus une très bonne mémoire. Fait que je refais encore les unlocks aujourd'hui, puis j'ai beaucoup de plaisir. Fait que ça, c'est peut-être ma chance dans mon malheur de mauvaise mémoire, c'est d'être capable de refaire ces jeux-là, puis de continuer à être surpris, tu sais. Je me souviens que j'ai fait le scénario, je me souviens de quoi ça parle de manière générale, mais les énigmes ou les... Je me souviens pas tout en détail. Fait que ça, c'est cool déjà. Et puis aussi, depuis que j'ai joué à Bubble Stories, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, euh, c'était assez évident pour moi que c'était pas un jeu. C'était un jeu ultra rejouable malgré le fait que ça ne l'était pas du tout. C'est un petit jeu semi-narratif où est-ce qu'on va avoir des cartes avec des bulles, puis toutes ces bulles-là correspondent à d'autres cartes. Donc, au fur et à mesure, tu peux te promener dans des espaces ou zoomer sur des trucs. Puis, en te promenant comme ça, tu découvres un peu l'univers. Mhm. Puis, il y a des cartes qui sont des négatifs, donc des points, comme de points négatifs. Mais le but, c'est vraiment de retrouver des objets dans l'univers pour les enfants. Puis, c'est un jeu qui joue super bien avec 3-5 ans. Puis, en passant au travers, mon premier feeling, c'était c'est juste ça, c'est nono, tu sais. C'est vraiment simple. Puis en y repensant bien, j'étais comme non, mais le fun vient du fait que tu rejoues, tu sais. Le fun, oui, il est de la découverte, mais un enfant va vouloir rejouer, puis ça devient un jeu de mémoire, en fait. Ça devient un jeu de qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Te rappelles-tu, c'est quoi cette porte-là? Tu veux-tu aller à la porte à gauche ou à droite? Non, je veux aller à droite, parce que l'enfant se souvient, tu sais. Je pense qu'on a assumé ça. Je pense que là où est-ce que ça me dérange, c'est quand les jeux sont destructibles. Donc ça, c'est vraiment pour moi problématique, puis je veux pas ça. Puis aussi, un autre point de design qui est intéressant pour moi, c'est que, puis je pense qu'il va y avoir des jeux comme ça dans le futur, des jeux comment dire, des jeux qui ont une rejouabilité intrinsèque, puis un genre on peut imaginer une genre de machine puis une machine, je veux dire des cartes, là, mais des cartes ou des livrets ou des trucs comme ça qui créeraient une énigme on pourrait rouler une énigme peut-être, on pourrait
faire des trucs comme ça. Je pense qu'il y a un untapped potential. Il y a vraiment comme un bassin d'idées là qui est super intéressant. Par contre, puis il y a plein de vidéos super intéressantes là-dessus, notamment, je pense à Game Maker's Toolkit, qui est un créateur, un YouTuber qui parle justement des enquêtes, tu sais, puis comment créer une enquête, puis qu'est-ce qui est intéressant dans une énigme, puis etc. Puis je pense qu'il y a une grosse dichotomie entre. Ben, en fait, c'est deux revers de la même médaille. Là. Soit tu as des histoires qui sont façonnées à la main, tu sais, puis qui sont écrites pour avoir des revirements, puis pour avoir des découvertes, puis pour avoir des vraies émotions, tu sais, ou des émotions intéressantes. Puis, tu as d'un autre côté l'aspect rejouabilité qui est fondamentalement genre random, tu sais, puis qui est plus abstraite, puis qui peut nous faire vivre des émotions aussi, mais qui sera pas aussi. Qui n'aura pas aussi de moments d'eureka, tu sais. Fait que je pense qu'il faut vraiment faire un choix, en fait, quand tu fais un jeu quand tu fais un jeu point, est-ce que c'est plus narratif, puis il y a des trucs fixés qui font en sorte que, OK, il y a une évolution qui est liée à une courbe narrative, puis il y a ou est-ce que c'est plus abstrait, puis il y a de la randomisation, puis des trucs comme ça. Il y a des super jeux qui sont narratifs, mais qui réussissent à faire un genre de bassin d'opportunités narratives qui font en sorte que tu découvres des trucs de manière fluide puis organique, puis qui font en sorte que tu découvres ces univers-là. Souvent, ces jeux-là sont un peu rejouables, mais pas tout à fait rejouables. Tu sais, il y a une promesse de rejouabilité, mais tu l'essayes, puis en fait, pendant que tu joues, tu es comme, ben moi, j'ai vécu mon histoire, j'ai vécu cette histoire-là, je veux pas nécessairement la revivre puis vivre autre chose. Il faut faire des choix, en fait. Mm. Il faut faire un choix, puis c'est sûr que ça a un impact sur la rejouabilité, mais je pense sincèrement qu'il y a un juste milieu qu'on peut essayer de trouver. Je travaille sur des trucs, justement, j'ai des idées de jeux qui pourraient faire en sorte que c'est narratif, mais tu n'as pas tout découvert, fait que tu vas en découvrir davantage. Pourvu qu'on vive une expérience intéressante, tu sais, là-dedans, je pense que c'est ça qui est important. Mais c'est sûr que quand tu payes 50$ pour un jeu, tu aimes ça pouvoir jouer plus qu'une fois. Je comprends tout le temps les gens. Tu travailles toujours depuis chez toi ou tu as un bureau dédié à faire les montages, etc. Pour Game, on a un studio. Fait qu'on va Ok. filmer sur place. Ça se trouve être le sous-sol à Raphaël. Donc, on garde notre équipement là-bas. Toute la technique est déjà setupée pour pouvoir tourner. Puis moi, personnellement, je travaille chez moi, oui, pour faire du montage, pour faire mon écriture. Des fois, je vais dans des cafés, mais c'est très travailleur autonome. Et tu as toujours été joueur? Oui, puis non, dans le sens que les jeux de société, comme je te disais, c'est vraiment plus récent. Puis c'est ça, pas récent, je veux dire 7 ans, à peu près 7 8 ans. Mais tu sais, j'ai toujours été intéressé par les jeux vidéo, par les jeux narratifs, les trucs, les livres dont vous êtes le héros, tu sais, l'aspect ludique j'ai toujours été proche de ça. Ça a pris du temps quand même avant que je découvre cet univers-là. Là. Tu sais, moi, j'étais toujours très fan de cinéma de manière, tu sais, un peu geek, là. J'ai toujours été geek, en fait. J'ai pas toujours été joueur, mais j'ai toujours été comme profondément intéressé par des sujets. Puis, tu sais, mettons, en cinéma, je regardais tous les films d'un réalisateur. Tu sais, si je m'intéressais à sa cinématographie, je regardais tout ce qu'il faisait. Fait que quand j'ai découvert que c'était la même chose dans les jeux, c'est ça qui a lancé mon intérêt. Tu sais, que si tu joues à un jeu d'un designer, même d'un éditeur, tu sais, je pense que l'éditeur est assez important aussi. Tu sais, quand j'ai compris que j'aimais les jeux d'Yellow, ben, je me suis mis à essayer de jouer aux jeux d'Yellow. Tu sais. Fait que ça a vraiment comme lancé. Parce que je pense que c'est ça, c'est un des problèmes du monde du jeu, c'est que, un peu comme quand tu vas dans une bibliothèque ou quand tu vas dans le temps dans les clubs vidéo, des fois tu regardes ce mur-là, puis t'es comme.
tout a l'air bien, mais je vois juste une marée de couleurs, puis non, tu sais, je sais pas vraiment, j'aurais besoin que quelqu'un me dise ça, c'est bon, tu sais. Ça me manquait. Puis, ben évidemment, avec des chaînes YouTube, des trucs comme ça, ou du bouche à oreille, là, tranquillement, je me suis intéressé à certains titres, mais surtout, mon fil d'Ariane à moi, ça a été les noms des auteurs, tu sais. Elle est Mm. comme, oh, Bruno Catala, c'est quoi ça? Puis là, tu t'intéresses à tous les jeux de cette personne-là. Fait qu'il faut vraiment. C'est un défi au niveau du jeu de société parce que ben, il faut donner ces fils-là aux joueurs potentiels. Il faut Mm. qu'on leur dise, tu sais, cette mécanique-là, si t'aimes ça, il y a d'autres jeux qui ressemblent à cette mécanique-là. Tu sais. Puis ben, justement, les mécaniques, c'est quelque chose d'abstrait. Là. En parlant avec la team des 2Game, on dit des fois que sais, un film, tu vas aller le voir parce que c'est Leonardo DiCaprio, parce que c'est Adam Driver, parce que c'est telle comédienne ou comédien que tu apprécies. C'est la tête d'affiche. Dans les jeux de société, la vraie tête d'affiche, c'est la mécanique, tu sais. Mm. Puis la mécanique, elle n'a pas de face. C'est vraiment tough de mettre une mécanique. Parce que tu sais, au final, le designer du jeu, c'est plus le réalisateur, tu sais. Fait que, puis fait que, tu sais, faut que tu sois quand même geek de cinéma pour faire. Tu sais, c'est pas Monsieur et Madame Tout le monde qui fait comme, oh, c'est peut-être Quentin Tarantino, mettons, ou comme ça, mais vraiment de suivre comme un réalisateur en tant que tel. Alors que les mécaniques sont plus, en tout cas pour moi, de mon point de vue, les mécaniques, c'est plus ça la star. Puis comme il n'y a pas de visage, ben tu peux pas faire comme un poster, faire comme dans le nouveau jeu de Théo Rivière, une mécanique de Roll and Write, tu sais. Mais le Roll and Write, c'est un bon exemple, tu sais, genre pour ceux qui connaissent le jeu, ben tu peux facilement embarquer et faire comme ah, les Roll and Write, y en a-tu d'autres des Roll and Write? C'est quoi les Roll and Write? Puis là, mais quand tu as des bonnes boutiques ou des bons conseillers, ils vont te dire comme voilà notre section de cette mécanique-là, tu sais. Tu sais, ouais, combien de boîtes de jeux de société que tu as vendues et est-ce que ça a été vendu à l'échelle internationale? Avec Flashback, Ouais. j'ai pas de chiffre à jour parce que la dernière fois que j'ai eu un chiffre, c'était au début de l'année, après le temps des fêtes. Donc là, il y a quasiment, je suis censé avoir les informations dans les prochaines semaines. Fait que la vérité, c'est que j'ai aucune idée. Encore hier, je regardais, tu sais, j'étais sur BGG, je regardais les nouveautés, les trucs comme ça, puis j'avais une petite, parce que dans le fond, comme mon nom, il est sur un des jeux, quand il y a des commentaires ou des vidéos qui sont postées sur le jeu, tu as une petite notification, tu sais. Fait que sur BGG, j'ai vu que j'avais une notification sur Flashback, je suis allé voir, puis là, il y a quelqu'un je pense que c'est en Corée du Sud qui avait fait un truc sur Flashback. Fait que c'est vraiment chouette de voir. J'ai vu un site internet aussi du jeu, je sais pas si c'est en Ukraine ou en tout cas, c'est vraiment. Tu sais, il est vraiment. Tu sais, oui, il est vendu à l'international, là, fait que c'est vraiment chouette. Puis là, j'ai pris le nom. Je pense que c'était en coréen. Tu sais, j'ai pris le nom en coréen. Puis là, j'étais allé Google Translate voir comment ils l'ont appelé en coréen. Parce que Flashback, c'est quand même spécifique, tu sais. Mm. Puis c'est ça, ça s'appelle Mémoire en coréen. Fait que je suis comme, OK, je comprends, mais c'est pas ça, mais c'est correct. Quel est ton type de jeu et quel est ton jeu du moment? En plus, on vient de faire une vidéo sur c'est quoi les mécaniques qu'on aime dans les jeux. Fait que, tu sais, la ligne est mince là, entre type de jeu, puis mécanique, puis tu sais, des fois, c'est un peu interchangeable. J'aime beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est sûr, j'aime beaucoup les jeux narratifs, mais en même temps, pas que. J'aime beaucoup les jeux de hasard, mais que tu peux mitiger le hasard. Une des mécaniques que j'aime énormément, c'est les utilisations doubles de cartes, par exemple. Tu sais, quand tu as des cartes que tu peux utiliser pour son pouvoir ou pour un autre effet ou comme ressource, ou etc. Tu sais, à la Gloomhaven, ou il y a plein de jeux avec cette mécanique-là, que ça, j'aime bien. Mais vraiment, là, mon type de jeu ces temps-ci, que je suis comme, dès qu'il y en a un comme ça que j'ai devant moi, je suis comme, ah oui, je vais l'essayer. C'est des jeux un peu Acropolis ou tu sais, je veux dire King Domino, évidemment. Là, j'ai essayé Pyramido cette semaine que j'ai beaucoup apprécié. C'est un jeu medium light là, qui va avoir juste assez de viande pour y revenir, mais
prends pas comme 2 heures à lire la règle, forcément. Je suis vraiment un immense fan des très, très, très gros jeux, puis je les ai fait, tous les gros jeux. Puis quand il y en a qu'on me dit « Hey, il faut que tu joues à ça », je l'essaie, tu sais, puis dès que j'ai quelqu'un autour de moi qui est comme « Ah, ça serait le fun de jouer à ce gros jeu-là », tu sais, j'embarque tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais le jeu que moi, je vais aller directement, c'est des plus petits jeux parce que, ben, c'est ça, j'en joue énormément, fait que c'est plus facile aussi à passer au travers, c'est plus souvent des mécaniques qu'on a déjà vues, mais qui sont remaniées de manière intéressante, donc j'aime ça voir c'est quoi l'exploration qui a été faite par rapport à ça, puis aussi, tu sais, c'est ça, je développe tranquillement mon regard de designer de jeu, donc quand tu as un gros, 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 gros jeu, souvent, quand il y a des mécaniques intéressantes, ouais, j'allais dire quelque chose, mais je suis comme pas d'accord avec moi-même. Euh, j'allais dire, quand il y a des mécaniques intéressantes, des fois, c'est tellement lié à d'autres pièces du puzzle que c'est difficile de la prendre toute seule puis de l'apprécier en tant que pièce. Mais c'est pas nécessairement vrai. Il y a des mécaniques, il y a des jeux un peu plus touffus que tu as des trucs, puis tu es comme Ah, wow, j'aimerais ça voir un jeu de 15 minutes avec juste cette mécanique-là. Tu sais. Fait que c'est pas vrai, j'ai menti. Mon jeu du moment, on a rejoué dernièrement à Splendor Duel. Mm. C'est tellement bon, Splendor, là. J'aime tellement ça, ce jeu-là. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, comment gagner en Splendor, tu sais, qui est un peu une vidéo absurde. Ben, c'est une vidéo sérieuse, mais complètement stupide en même temps parce que t'écoutes pas tu joues pas à des jeux de société pour gagner au jeu, tu sais. Mais je voyais que c'était comme une opportunité de parler des jeux de manière différente. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup joué à Splendor. Puis malgré tous ses défauts, puis malgré que c'est ça, c'est un jeu qui a pas qui a un certain âge, mais Splendor Duel l'a vraiment comme mis au goût du jour, puis est vraiment comme plus fresh. Mais malgré les critiques qu'on peut en faire, j'ai toujours du plaisir à bâtir cette mécanique, cette machine-là, qui est la machine d'achat des jetons. J'adore ça. C'est vraiment bon. Puis c'est ça, on y a rejoué dernièrement, puis j'étais comme, ah, je veux rejouer à ce jeu-là tout le temps, tu sais. Puis ça, c'est cool, tu sais, j'ai joué comme des centaines de fois à ce jeu-là, puis j'étais encore genre, ah ouais, je veux jouer encore. C'est ça la force d'un jeu. Du coup, on est sur la chaîne, donc le coin des joueurs. Donc en fait, le but, Hmm. c'est d'interviewer les personnes qui sont derrière les jeux de société pour les valoriser, que ce soit bénévoles, éditeurs, illustrateurs, créateurs, vraiment toutes les personnes qui sont derrière un jeu. Mhm. Et selon toi, bah, qui je pourrais interviewer qui serait intéressant à écouter? Je sais pas si tu l'as déjà rencontré ou si tu l'as déjà interviewé, mais si tu as la chance de parler à Antonin Bocara, designer de beaucoup de jeux. Il a sorti Focus dernièrement. C'est lui qui a fait Parodin. Il a fait aussi Fiesta de los Muertos. Il a fait beaucoup de trucs. C'est un cerveau vraiment intéressant, une personne extraordinaire que j'aime beaucoup. Et sinon, ben, je sais qu'il est difficile à attraper, mais si tu as la chance de parler avec Manuel Sanchez, qui est à la tête du Scorpion Masqué aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment une connaissance du jeu très approfondie, puis qui est très, tu sais, c'est ça, lui il est plus du côté éditeur, mais il y a vraiment comme, c'est probablement une des premières personnes à qui je présente mes idées de proto, ou que tu sais, je pense que c'est la personne avec laquelle j'ai le plus brainstormé sans qu'il le sache, tu sais. Je pense, il le sait, là, mais j'ai jamais fait comme Hey, on va s'asseoir puis on va brainstormer. Souvent, je fais juste comme, tu sais, je suis au bureau, puis je parle avec Manu, puis je suis comme Ah, qu'est-ce que tu penses de telle mécanique de jeu? Puis Ah, t'as-tu déjà vu un jeu avec tel truc ou telle thématique ou ce nom-là pour un jeu? Ce serait-tu bon, tu penses? Je suis tout le temps en train de piquer son cerveau pour des informations. Il est vraiment très chouette aussi. Ces deux gars-là sont géniaux. Puis si tu as la chance de parler, tellement de monde. Tellement de monde. Les filles l'art aussi, je pense que ça pourrait être chouette. Tu sais, évidemment, Théo, Rivière. Donc déjà, pour toi, quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur? Joueur de jeux de société? Genre, point d'interrogation. La différence d'un joueur de jeux de société avec un joueur de manière générale, c'est que c'est des gens qui vont se rencontrer autour d'une table. Ça, je pense que c'est fondamental. D'ailleurs, les jeux et les joueurs qui sont moins axés vers ça, c'est-à-dire des jeux qui vont avoir un peu moins d'interaction ou qui vont avoir
ou qui va pas nous donner l'opportunité de discuter en tant qu'humain autour de la table, je trouvais ça moins chouette. T'sais. C'est vraiment la raison pour laquelle j'aime les jeux de société, c'est pouvoir s'asseoir puis interagir avec les personnes. T'sais. Si je veux jouer à un jeu tout seul, ben, je veux jouer à un jeu vidéo ben, il y en a des bons jeux solo, là. Il y en a des bons board games solo, mais en marge. C'est quand même pas ça pour moi fondamentalement. Fait qu'un joueur de jeux de société, ça va être quelqu'un qui va vouloir interagir avec d'autres personnes, puis avoir cet espace-là où est-ce qu'on peut se permettre de faire autre chose que de travailler ou de parler de trucs plates. Faire quelque chose de fun ensemble autour d'une table. Et quels sont les conseils que tu donnerais pour des personnes qui font le même métier que toi? Ben, je pense que c'est important de rester curieux, de jouer à des jeux. Moi, mon approche, je sais que des gens ont l'approche contraire, mais moi, mon approche, ça a toujours été si j'ai une idée ou si j'ai un intérêt pour une mécanique, ça va être de jouer au plus de jeux possible avec cette mécanique-là, de m'informer sur qu'est-ce qui a déjà été fait, pour essayer de faire ça différemment, tu sais, puis de l'apporter de manière originale, puis de s'inspirer tout en améliorant, tu sais. J'entends souvent des designers de jeux dire comme ah ben moi j'ai une idée de tel type de jeu, fait que je joue à rien qui a rapport à ça pour pas m'influencer. Puis je pense qu'au contraire, il faut s'influencer, ou du moins moi, ça me motive. Tu sais. Moi, ça me motive, ça me donne des idées. Je pense que c'est étrangement, c'est quelque chose d'extrêmement. Puis les idées, c'est quelque chose d'extrêmement collaboratif. Tu sais, les personnes créent leurs trucs pour faire jouer des gens, etc. Mais je pense que c'est important de voir ce qui a déjà été fait, puis d'essayer de l'amener un petit peu plus loin. Sinon, ben, tu sais, s'intéresser à d'autres choses que des jeux aussi, ça peut être bien. Comme je disais tout à l'heure, tu sais, regarder des masterclass d'écriture, puis tu sais, de suivre le fun aussi, je pense. Mm. Si tu n'as pas de fun avec ce que tu fais, puis de la manière dont tu le fais, essaye pas de te rentrer dans un moule pour correspondre à quelque chose. Je pense que le meilleur moule à avoir, c'est d'essayer de te le faire, tu sais, de faire comme hey, moi, j'aime ça, consommer des heures et des heures et des heures de vidéos YouTube sur telle mécanique ou sur tel truc, ben je vais le faire. Puis, tu sais, si ça te tente de le faire, fais-le, mais si ça te tente pas, puis ça te fait chier, puis tu préfères lire, par exemple, sur le sujet, il y a plein de livres sur le sujet, tu sais. Mm. Si tu veux travailler avec des gens, travaille avec des gens, essaye, gêne-toi pas de parler avec d'autres designers de jeux, puis de leur écrire, puis faire comme hey, j'ai une idée pour tel truc, est-ce que tu veux m'aider, ou qu'est-ce que tu en penses, ou est-ce que tu veux playtester? Je pense que c'est vraiment de trouver comment t'es bien dans ce milieu-là, parce que tu sais, il y a pas de recette, là, évidemment. Là. Des Mm. trucs qui marchent mieux, des trucs qui marchent moins bien, mais si tu as du fun en le faisant, c'est ça qui va t'amener le plus loin, tu sais, c'est d'avoir du plaisir dans ta manière de travailler, tu sais. Et Ouais. quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour trouver les solutions? Concrètement, dans les difficultés, ben avec la pandémie, il y a eu beaucoup de. C'est très difficile d'avoir des joueurs, des trucs comme ça. J'ai décidé de partir à un genre de club de jeux dans une boutique près de chez moi, la boutique du Randolph. Fait que ça, c'est vraiment bien. Je dirais qu'une des choses, souvent, c'est ça, c'est un peu comme je disais. Tu sais, il y a tu rentres dans ta bulle, puis tu designs, puis tu écris, puis à un moment donné, il faut que ça sorte de toi, tu sais, il faut que tu le mettes sur les cartes, puis que tu l'imprimes, puis que tu le fasses playtester. Fait que d'aller chercher assez rapidement, puis c'est peut-être un problème que j'ai, d'aller chercher trop vite des gens pour m'aider sur des trucs qui sont pas encore assez développés, mais très rapidement, je veux avoir du feedback des gens, tu sais. Très rapidement, je veux voir, est-ce que c'est une idée qui peut fonctionner? Est-ce que c'est intéressant? Puis déjà, juste en le formulant, tu sais, juste en le disant à voix haute, des fois, tu fais comme, oh, ça marche pas. Mm. Tu sais, fait que ça, c'est un peu pointu comme conseil, mais tu sais, des fois, c'est ça. Des fois, je trouve qu'il y a des trucs que j'écris ou que je fais qui sont complexes, puis je sais pas où est-ce que ça s'en va. Fait que, tu sais, je vais écrire à des amis qui sont game designers, mais spécifiquement, tu sais, mettons, il y a un truc que je faisais il y a un jeu que je suis en train de travailler dessus, que c'est un truc un peu à la Zelda d'exploration, tu sais, un jeu d'exploration puis de rencontre de personnages. Puis assez rapidement, j'ai écrit
à mon ami Laurent qui fait du jeu vidéo, tu sais. Puis que lui, je sais que je vais pouvoir lui demander des trucs comme dans les jeux vidéo, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe dans la machine derrière? Est-ce que ça fonctionnerait un jeu de société qui émule ce truc-là? Fait que tu sais, c'est juste d'aller chercher des gens qui ont une expertise. De toute façon, faire des jeux, c'est un travail d'équipe, tu sais. Fait que pas avoir peur d'en parler oui, à des joueurs potentiels, mais aussi à des designers, puis aussi à des. Fait que c'est pour ça qu'on voit qu'il y a tellement de jeux qui sont co-designés, tu sais, parce que c'est vraiment un travail qui est quand même solitaire à la base. Fait que c'est important de se bouncer des idées, puis des fois, ben, tu trouves quelqu'un avec qui ça clique tellement, puis tu développes l'idée, puis tu es comme, hey, tu es en train de faire le jeu avec moi, tu veux t'embarquer, tu sais. Fait que, puis c'est par expérience aussi que les gens qui designent beaucoup sont comme, j'ai cette idée-là, elle est au début, c'est les premiers balbutiements, mais je pense qu'avec tel auteur, ce serait bien de travailler. Là, ben, tu proposes puis tu développes, tu sais. Puis sinon, j'ai beaucoup de projets en même temps. Fait que j'essaie de gérer mon temps le plus possible pour donner du temps à tout, mais je pense que c'est important d'en prendre un petit peu moins. Tu sais, si tu prends un ou deux projets, tu essaies de te concentrer vraiment sur ceux-là, puis tu essaies de les amener le plus loin possible. Je pense que ce serait un conseil que je me donnerais à moi-même. Ok, ça marche. Eh ben, merci Marc-Antoine de nous avoir partagé tout cela. Euh, Merci à toi. Pas de souci. Est-ce que tu as quelque chose à dire Jouer, c'est le fun! Ok. Tu interviens sur d'autres festivals en France ou tu interviens principalement au Québec? Je ne sais même pas s'il y a des festivals au Canada. Ben là, post-pandémie, il n'y en a plus vraiment. Mais ça va recommencer tranquillement. Je sais que le Festival Juste pour rire est en train de travailler sur un en ce moment. Tu sais, le truc recommence tranquillement. Par le passé, on est allé au Flip à Parthenay. J'aimerais beaucoup y retourner. Mais c'est principalement Cannes qui est assuré. Puis on allait aussi, quelques fois, on est allé à Gen Con à Indianapolis aux États-Unis. Ça, c'était vraiment chouette. Ça aussi, j'y retournerai avec grand plaisir, mais dans les prochains mois, il n'y a rien de prévu. Je pense que vraiment le prochain, c'est Cannes. Ok. Yes. Super, bah merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer en dessous sur le bonus que j'offre gratuitement. Donc à savoir comment s'éclater en famille. Donc en fait ce sont des vidéos qui vous présentent des jeux de société où vous pourrez vous éclater en famille. Voilà, je vous laisse mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, commenter si vous avez quelque chose à nous partager. Et sinon, je vous dis à la prochaine et surtout, abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres interviews et d'autres vidéos sur les jeux de société. Salut!